Mi-décembre 2019, un nouveau virus apparaît et frappe toute la planète. La complexité de ce virus rend jusqu'à présent difficile la riposte, les recherches scientifiques. Le Bénin a eu sa première contamination mi-mars. À partir de cet instant, le gouvernement a pris plusieurs dispositions pour riposter contre le nouveau coronavirus. Et parmi ces dispositions, il a été recommandé le port de masques systématique et obligatoire, surtout au niveau des lieux publics, des masques chirurgicaux et d'autres types de masques, des masques en tissu par exemple, qui sont à usage multiple. Mais que deviennent les masques chirurgicaux justement, et bien sûr après utilisation, qui sont des masques à usage unique? Que deviennent ces déchets dans l'environnement? Comment doit-on traiter ou évacuer ces déchets? Représente-t-il encore du risque potentiel pour la santé et pour l'homme? Pour en parler sur ce plateau et sensibiliser afin que nous sachions bien sûr gérer ces types de déchets, nous recevons deux personnalités du monde de l'environnement, le professeur Edmond Sosoupé de l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir Corneille. Et puis en face de vous, un acteur de la gestion des déchets à Cotonou, le président du COGEDA, la coordination des GIE, des groupements d'intérêt économique de gestion des déchets et assainissement dans la ville de Cotonou, monsieur Kokou Soyinou. Bonjour. Bonjour Corneille. Alors, chers invités, merci d'avoir donc accepté notre invitation. Professeur Edmond Sosoupé, le tableau nous présente 1914 cas confirmés, 1600 guéris au Bénin. On en est à 38 décès et 276 sous traitement. La maladie existe bel et bien. Au Bénin, ce n'est pas de l'utopie. Chacun doit prendre ses responsabilités. Que dites-vous jusqu'à présent de la gestion faite du Covid-19 au Bénin? Oui, merci beaucoup, monsieur Aïssé. Le Bénin a pris la mesure de la situation. Parce que les premières dispositions prises, notamment la mise en place d'un cordon sanitaire, a aidé à contenir la propagation. Parce que le mal est apparu surtout à Cotonou et un peu à Porto-Novo. Donc, en mettant en place un cordon sanitaire, on circonscrit la zone de propagation du virus. À la suite de cette disposition, il a été aussi recommandé un certain nombre de mesures barrières dans le port du masque, qui est devenu obligatoire depuis quelques semaines maintenant. Ces différentes mesures contribuent à freiner la contamination. Il est vrai qu'on peut trouver à dire par rapport au comportement des citoyens qui banalisent un peu le mal, qui trouvent que c'est un mal qui n'existe pas, ou que s'il existe, ils ne peuvent pas le contracter. Alors, cette façon et cette mentalité n'aident pas à contenir la propagation du virus. Le port du masque, tel que recommandé par le gouvernement, n'est pas observé de façon rigoureuse, parce qu'il s'agit de se protéger soi-même et ensuite de protéger les autres. Parce que le fonctionnement du masque, c'est un dispositif filtrant. Lorsque vous expirez, lorsque vous rejetez de l'air, s'il y a le masque retient les gouttelettes. De manière que celui qui est en face de vous ne reçoive pas ces gouttelettes en plein visage. On allons revenir tout à l'heure sur le fonctionnement du masque et surtout les risques avec les masques chirurgicaux qui sont abandonnés dans la nature après utilisation. Monsieur Kokou Soyinou, dites-nous comment la pandémie a-t-elle affecté votre secteur? Bon, il faut dire que la pandémie n'a pas affecté particulièrement notre secteur. C'est une pandémie, vous entendez le dire. Donc, c'est des mesures prises par le gouvernement. C'est ça que tout le monde observe et nous aussi sommes tenus de les observer. Bon, il faut dire que tout à l'heure, on a soupçonné
pas l'inconscience, mais par l'indifférence de la population par rapport à ces mesures qui sont quand même des mesures que tout le monde doit observer. Et là, c'est le caractère de la maladie aussi. C'est une maladie qui a surgi. Et puis, bon, il faut féliciter le gouvernement quand même d'avoir pris ces mesures-là qui nous ont permis de contenir un peu cette maladie. C'est la façon dont la maladie a surgi. On parle d'un cas, après c'est un autre ici, ça fait comme ça. Et c'est dans le monde entier. Donc, pour ne pas être effrayé et mieux vivre avec la maladie, certains ont pensé que donc, il faut faire l'indifférent. Donc, on ne peut pas faire l'indifférent tout le temps. Maintenant, c'est la réalité. Nous devons observer les mesures. D'accord. Alors, professeur Edmond Sousoupé, vous parliez tantôt du fonctionnement des masques. Oui. Voilà. Oui, je disais que les masques sont des dispositifs filtrants. C'est-à-dire que lorsque le masque est bien mis en place et que vous expirez, c'est que vous rejetez de l'air, les gouttelettes contenues dans cet air-là sont retenues au niveau de la face intérieure du masque, de manière que celui qui est en face de vous ne reçoive pas vos projections. C'est dans les projections, les gouttelettes là, qui sortent de nos bouches ou de nos narines quand nous éternuons, qui constituent les voies de véhicules, les voies par lesquelles le virus peut sortir d'un individu contaminé et atteindre un individu non contaminé. Donc, cette barrière mécanique mise en place va aider à protéger celui qui n'est pas encore infecté et à empêcher celui qui est infecté de propager le virus. Donc, voilà pourquoi on conseille vivement, on recommande d'ailleurs le port du masque. Maintenant, le masque existe sous plusieurs formes. Les formes les plus connues, les formes les plus banales de masques sont les masques à usage unique. Donc, j'en ai un ici. Ça, c'est un masque chirurgical. C'est un masque chirurgical qui est porté de cette façon. Voilà. Ça protège à la fois la bouche et les narines. Donc, comme ça, en expirant, vous ne projetez rien. En éternuant, vous ne projetez rien. En parlant, vous ne protégez rien. Donc, voilà, ça, c'est un masque chirurgical. Mais il y a aussi des masques de type respiratoire qui sont de type FFP1, c'est-à-dire capables de filtrer environ 80% de l'aérosol, c'est-à-dire tout ce qu'on rejette. Les masques FFP2 filtrent 94% de l'aérosol et les masques les plus perfectionnés, c'est-à-dire les FFP3, filtrent jusqu'à 99%. Donc, ces différents masques sont des masques à usage unique. Parce qu'à force de porter le masque chirurgical, en expirant, en parlant, les projections qui n'arrivent plus à sortir vont mouiller le masque. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui fait qu'il est recommandé qu'au bout de quelques heures, 3 à 4 heures après la pose du masque, il faut le renouveler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée de travail de 8 heures, vous aurez à changer 2 fois le masque. C'est ça. Et donc, si on considère qu'il y a 1 million de gens qui portent le masque au Bénin, ça veut dire que par jour, on génère 2 fois 1 million de masques, c'est-à-dire 2 millions de masques. Et ces masques générés, après usage, sont déposés dans les poubelles et se retrouvent dans la filière de gestion des déchets solides ménagers. Donc, c'est là où, au plan environnemental, nous devons creuser un peu pour voir comment est-ce que la suite se fait. Une fois que l'usager a fini d'utiliser son masque et qu'il le libère dans une poubelle, qu'est-ce que le masque devient? Maintenant, puisque vous avez parlé des différents types de masques, et les masques en tissu, est-ce que ça offre autant de garanties en matière de protection? Bon, les masques en tissu à double couture offrent de la protection.
Parce que en réalité, si le tissu est très poreux, il peut avoir débordement, la projection peut sortir. Donc c'est pour ça que la plupart des masques lavables sont à double couture. Donc il y a un premier tissu de maille très fine qui retient une bonne partie de la projection et un autre tissu, écran, qui va renforcer ce dispositif-là. Donc le masque à usage multiple, ou le masque lavable, protège également contre le virus. D'accord. Monsieur Kokou-Soyinou, ce type de déchets, puisque vous êtes dans la filière, comment c'est géré? Ou comment peut-on gérer cela? Bon, je parlais tout à l'heure de la façon dont la maladie a suivi. Ça fait que personne ne s'est préparé pour prendre des dispositions particulières par rapport à ces déchets spécifiques. On appelle comme ça des déchets spécifiques parce que ce n'est pas des déchets habituels. Donc, il faut dire que pour amener les populations à une alimentation particulière, à cette forme nouvelle des déchets, il faut les préparer à ça. Et quand il n'y a pas eu cette préparation, il n'y a pas eu cette sensibilisation, c'est seulement au niveau des personnes averties, c'est-à-dire les professionnels de la santé et d'autres centres de santé, qu'on remarque vraiment une orientation particulière est accordée à la chose. Mais en dehors de ces cas-là, c'est que ça se gère comme... Et concrètement sur le terrain, comment, oui. Ça se gère comme... déchets, comme tous les autres déchets, ce qui ne va pas être le cas. Ce qui ne va pas être le cas parce que ça devient un déchet spécifique. Et si le professeur le permet, un déchet spécifique dangereux parce que c'est un déchet contaminé qui peut contaminer une autre personne. Donc dans vos structures, généralement, il n'y a pas, ça dit les déchets. Actuellement, nous sommes encore dans une expérience pilote d'enlèvement systématique de tous les déchets. Donc il n'y a pas une intention. Parce que si on devait assister à ça, c'est qu'il faut préparer les populations à ça. Et de deux, il faut aussi accompagner. Accompagner, c'est disposer des poubelles, mettre à la disposition des populations des poubelles pour dire téléphone de déchets, mettez ça dans telle poubelle, ce que vous produisez habituellement, continuez à les mettre dans ça et ça. Et une équipe spécialisée va de maison en maison pour peut-être que ça se pense déjà, ça se conçoit déjà, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est mis en œuvre. Alors, professeur Sosoupé, voilà donc comment ça au niveau de l'acheminement ou de l'évacuation de ces déchets des ménages vers donc les sites d'enfouissement ou de regroupement. Voilà ça, voilà la façon dont ça se fait. En quoi je pense on peut situer les risques? Oui, il y a beaucoup de risques si les déchets générés par les masques à usage unique sont gérés de cette façon-là. Dans la mesure où il s'agit d'un dispositif qui retient sur sa face extérieure les virus. Il n'y a pas que le coronavirus. Les virus de type grippal font partie des virus que le masque permet d'empêcher d'aller au niveau de celui qui le porte. Donc si vous portez votre masque et que quelqu'un en face parle, tout ce qu'il projette tombe sur la face extérieure de votre masque. Il peut avoir le virus, le coronavirus, il peut avoir le virus de la grippe, il peut avoir d'autres virus, il peut avoir d'autres germes. Donc ça veut dire que le masque devient une interface contaminée. Et lorsque on a affaire à une interface contaminée, il faut prendre des précautions pour se débarrasser de ça. C'est pour ça que normalement, dans les ménages, on devait avoir une poubelle à part pour les masques à usage unique. Ça, c'est la première précaution. La deuxième, c'est que les agents de pré-collecte de ces déchets-là doivent également disposer de réceptacles appropriés pour
Oui, mais avant, C'est justement ça. Avant les précautions, c'est quoi la dangerosité? Oui, la dangerosité, c'est que, bon, on a voulu empêcher le virus de passer d'un homme contaminé à un homme sain en mettant le masque, n'est-ce pas? Donc, la manipulation d'un masque qui est déjà contaminé devient extrêmement dangereuse, puisque les agents qui enlèvent ces ordures-là, ils ne sont pas préparés pour se protéger eux-mêmes contre cette source potentielle de contamination. Ensuite, quand ça va tomber dans la nature, parce que les lieux d'enfouissement sanitaire, quand les déchets arrivent, on s'évertue à les trier. On les trie grosso modo. On est d'accord. Mais cette deuxième phase de manipulation constitue aussi beaucoup de risques pour les agents qui travaillent. Ensuite, s'il y a de la pluie, les déchets sont lessivés. Et si les déchets sont lessivés, les germes portés par ces déchets tombent dans le milieu, dans d'autres environnements, milieu aquatique, etc., etc. Donc la chaîne de propagation du virus va s'allonger. C'est pourquoi, même si ce n'est pas encore le cas, on va souhaiter vivement que on manipule, on traite ces déchets-là comme des déchets biomédicaux. C'est des déchets aussi dangereux que les déchets biomédicaux. Donc, c'est des déchets spécifiques, comme M. Kokou l'a dit, et qui méritent une manipulation de type particulier. Voilà. D'accord. Mais la constitution aussi de ces masques-là, la matière constitutive aussi, est-ce que cela représente un danger? Bien sûr, bien sûr. Le masque chirurgical est fait à base de sous-produits pétroliers, de même type que les sachets plastiques non biodégradables. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de pores. Dans la forme de stabilisation, on a rendu poreux le masque, contrairement aux sachets plastiques qui sont cirés. Bon, donc, ça veut dire que c'est une matière qui va mettre beaucoup de temps dans l'environnement. Ça va de 200, 300, 400 ans, ça. Donc, ça veut dire que si chaque jour, comme je l'avais schématisé tout à l'heure, 1 million de Béninois portent le masque, ce n'est pas exagéré, hein. Chez Cotonou, il y a 400 personnes qui portent le masque à usage unique. À Porto-Novo, s'il y a 200 ou 300, à Paracou, s'il y a 200, et dans les autres villes, s'il y a un peu, ça fait déjà 1 million. C'est-à-dire la 10e partie de la population du Bénin, si on estime que nous sommes 10 millions. Donc, ça veut dire que chaque jour, on va jeter dans la nature 2 millions de masques. D'accord? Ça, c'est extrêmement préoccupant. Et depuis qu'on a commencé à se protéger, imaginez quelle est la quantité qu'on a déjà libérée. Donc, ça m'amène à dire que les dispositions au plan environnemental doivent être renforcées. Il faut encourager les gens à avoir un réceptacle à part pour ce genre de déchets et surtout amener les agents de pré-collecte à rassembler à part ces déchets. D'abord pour les décontaminer, il faut les traiter, il faut les décontaminer avant que ça ne se retrouve ailleurs. Et si on peut les recycler, c'est-à-dire on peut les transformer, on peut valoriser cette forme de déchets, ça fera aussi... C'est possible la valorisation de ce Bien sûr, puisque la matière qui a servi à faire ça peut être récupérée. Voilà. D'accord, M. Kokou Soyinou, voilà donc les risques, vous qui êtes dans la filière de pré-collecte et de gestion des déchets, alors, quelles sont vos réactions après donc, je pense que le professeur a tout dit. Il faut une forme particulière de conditionnement de ces déchets. On ne s'était pas préparé à ça. Mais vu l'urgence, il faut que les autorités, avec tout ce qu'elles font déjà, commencent par vite penser aussi à ça. Parce que quand on parle des mesures barrières,
On dit port de cache-nez, lavage régulier des mains à l'eau au savon, distanciation 1 mètre. Mais il faut aussi commencer par dire bien traiter les déchets à usage unique en les décontaminant. Si on peut ajouter ça comme mesure aussi, c'est une bonne chose. C'est ça qui va amener chacun de nous à ne pas penser qu'il suffit de se protéger. Quand tu te protèges, ce qui t'a servi à te protéger, il faut te dire mais comment ça va être géré après. Sinon, tu peux te protéger et puis conserver le mal autour de toi sans le savoir. Donc, il faut qu'on ajoute ça maintenant aux mesures aussi. Bon, le déchet, c'est tout ce que le propriétaire destine à l'abandon. On a parlé des déchets à usage unique, c'est ça le modèle. Mais le professeur a fait une estimation qui m'a fait peur. Si 1 million de trucs là, de masques contaminés, je sais pas quoi, sont déposés dans la nature chaque jour, ça devient encore une source de peur. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'attirer l'attention de tout le monde sur ça, pour que, en dehors de ces mesures qu'on essaie déjà, qu'on crée d'autres mesures pour que vraiment le mal là soit totalement combattu. Oui, mais vous qui êtes dans le secteur, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à ça? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé à ça. C'est que les déchets ménagers, c'est les déchets qui sont produits au niveau du ménage, du logement. Donc aujourd'hui, tout de est la mélangé. cuisine, tout est mélangé. Vous Et ça faites se prend. l'acheminement. Voilà, ce qui n'est pas bon. L'évacuation comme ça. Comme ça, c'est comme ça que ça se fait. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est au niveau des professionnels de la santé et au niveau des personnes vraiment averties que Mais est-ce que vos le agents réflexe collecteurs sont bien protégés pour non, les agents de précollecte, les éboueurs, en entendant que le gouvernement se ou protégeaient les autorités par prennent une rapport- décision par rapport à cela. Oui, ça Au dit niveau de que- vos structures, vous devez quand même déjà... les agents de précollecte se protégeaient déjà par rapport aux déchets, de façon générale. Maintenant, qu'il s'agit d'une forme particulière des déchets, il faut aussi une manière spécifique pour se protéger par rapport à ça. Et c'est ça que le professeur a expliqué, c'est ce qu'il faut préconiser maintenant. D'accord. Et que Alors, ça rentre dans les habitudes. pour ce souper, il y a quand même des gestes aussi qu'il faut déconseiller. Et quand les gens finissent d'utiliser le masque et ne laissent les poubelles et jettent ça dans la rue, on voit souvent des enfants manipuler des masques déjà chirurgicaux, déjà abandonnés, utilisés. Mais c'est là le véritable problème, parce que ça, c'est la partie incivisme du comportement des usagers. Parce que si vous avez pu porter le masque, c'est pour vous protéger. Vous protéger contre un virus qui est devenu circulant et très dangereux. Donc, une fois que vous enlevez le masque, vous devez le traiter comme un objet devenu particulièrement dangereux. Donc, il faut le mettre hors de portée des enfants. Il ne faut pas que les enfants soient en mesure de toucher à ce produit qui est devenu hautement dangereux. Donc, l'abandonner dans la rue, vraiment, c'est un cas d'incivisme que je trouve particulièrement désolant, parce que dans la rue, c'est dans la nature, les gens vont circuler, la poussière va émerger au cours de ceci, et ce virus peut être remonté et rentrer dans l'aérosol pour que chacun de nous puisse le respirer. Donc c'est suffisamment dangereux. On va sensibiliser, on va attirer l'attention des utilisateurs sur la nécessité de ne pas lâcher ce produit-là n'importe où dans la nature. D'accord. Et pour les masques, oui, monsieur Kokos. En même temps, il faut qu'on mette en place une filière pour la gestion de ces déchets spécifiques, depuis leur usage jusqu'à leur rejet dans la nature, ce qui n'est pas une bonne chose, peut-être jusqu'au traitement. Les déchets médicaux déjà... Il y a les déchets biomédicaux. Le professeur l'a préconisé tout à l'heure, il faut les gérer comme les déchets biomédicaux. Mais c'est des déchets biomédicaux de nouveaux types.
Tu vois, non? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de mettre même en place une forme particulière de gestion de ces masques-là. Que ça, usage unique ou à usage continu, il faut que on sache que quand c'est les masques liés à cette maladie-là, il y a un service, il y a une filière qui est créée pour gérer ça. Et le comportement que chacun doit avoir pour que ces masques-là ne ramènent pas encore la maladie à leur niveau là, tout le monde sera conseillé par rapport à ça. Il y aura la sensibilisation, il y aura tout. Mais il faut mettre à part un service ou une politique de gestion de ces déchets-là. Les déchets liés à cette forme nouvelle-là de maladie. Le masque. D'accord. Professeur Sosou, avant de boucler ce débat, et les masques à usage multiple, les masques en tissu et autres, comment les désinfecter pour ne pas s'exposer encore? Oui, merci beaucoup. Les masques à usage multiple, qu'on appelle souvent masques lavables, sont en tissu. Et en tant que tels, ils retiennent non seulement les projections, mais aussi de la poussière. Et donc probablement des germes, dont le coronavirus, probablement. Donc lorsque vous rentrez chez vous en fin de journée, il serait intéressant de tremper ce masque-là dans une eau chlorée, c'est-à-dire avec l'eau de Javel, pour que ça séjourne quelque temps. Donc ce séjour-là permet de débarrasser le masque d'un certain nombre de germes potentiellement dangereux. Et puis après, on le lave au savon et on sèche ça à l'abri de la poussière. Donc comme ça, le lendemain, vous pouvez reprendre votre masque et l'utiliser. Donc on aurait pu trouver que l'utilisation de masques à usage multiple serait une solution à la question que nous venons de décortiquer par rapport à la gestion des masques chirurgicaux, des masques FFP. Si chacun de nous pouvait observer les règles d'hygiène liées à l'utilisation de ces masques à usage multiple. Dans beaucoup de pays, les gens ont encouragé plutôt ça. Certains l'ont encouragé et d'un point de vue de protection commerciale, parce que les masques chirurgicaux sont fabriqués par la Chine, et certains pays, compte tenu de la balance commerciale entre la Chine et eux, ils ont voulu dire, mais les masques là, si chacun de nous doit utiliser 2 ou 3 par jour, et nous sommes 50 millions d'habitants, ça fait multiplier par 50 millions. Donc, on va enrichir les Chinois de ce seul fait. Donc, par ces genres de comportements, ils ont encouragé l'utilisation des masques à usage multiple. D'accord. Merci, professeur Edmond Sosou, monsieur Sosou, monsieur Kokou Soyinou, président de la COGEDA, c'est la coordination des GIE, groupement d'intérêt économique et de gestion des déchets assainissement dans la ville de Cotonou. Professeur Edmond Sosou, biologiste aménagiste de l'environnement, enseignant-chercheur à l'université, à l'université d'Abou Calavi, ancien directeur général de l'ABE, l'ANSPO. L'environnement, on retient simplement qu'il faut bien sûr créer une filière spéciale pour mieux s'occuper de ce type de déchets afin donc d'amoindrir les risques en matière de santé publique mais également pour l'environnement. Merci d'avoir suivi ce débat sur Matin des Dents.